Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 2 mars 2024 aujourd'hui. On vient de terminer encore une semaine en boulet de canon, encore une fois, hein, peut-être au plus haut ou pratiquement au plus haut, en tout cas aux États-Unis. Après, on peut discuter des heures et des heures sur le sujet de savoir si c'est justifié ou pas justifié. Tous les experts aujourd'hui vous disent que c'est normal, qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter sur le fait que ça monte dans tous les sens, que tout monte pratiquement, de plus en plus, tout monte. Hein, donc c'est intéressant de voir qu'il y a aussi d'autres secteurs qui commencent à courir un petit peu derrière, mais en tous les cas, encore une fois, la semaine a été placée sous le signe de l'intelligence artificielle. On en a largement parlé dans le Morning Bull. Les chiffres économiques n'étaient pas exceptionnels en sens propre, mais ça nous suffisait, hein. Donc le PCE parfaitement en ligne avec les attentes, mais quand même en hausse, mais on l'a quand même pris comme une bonne nouvelle parce que c'était dans les attentes. Le GDP est en hausse, ok, fine, plus ou moins dans les attentes aussi. De l'autre côté, la dette continue d'exploser, hein. On notera quand même au passage que la dette américaine a grimpé de 1000 milliards en l'espace de 100 jours, c'est jamais arrivé dans l'histoire, mais ça on n'en parle pas parce que c'est pas les trucs qu'on aime discuter ni aborder parce que c'est pas très très drôle comme histoire. Néanmoins, la dette explose et personne ne semble choqué de ce côté-là, sans oublier, et je le répète encore une fois, que si la dette explose, il n'y a même plus de plafond aux États-Unis. Avant, il y avait le plafond de la dette qui permettait de tenir un peu tout ça. Ça n'existe plus. Le plafond de la dette sera rediscuté à la prestation de serment du nouveau président. Alors, peu importe lequel ce sera très drôle, puisque de toute façon, du côté présidence américaine, on sait que ce sera ou l'un ou l'autre, en gros, ou la peste et le choléra. Mais néanmoins, le plafond de la dette, pour l'instant, il est open. Donc, si tous les 100 jours, on monte de 1000 milliards, je vous laisse faire le calcul d'ici au 25 janvier. Autrement, si on regarde les chiffres qui ont été publiés cette semaine aux États-Unis principalement, eh bien, encore une fois, on était très actifs sur la thématique de l'intelligence artificielle. On a parlé de SoundHound. Il faut reparler encore une fois de Dell. Dell, j'en ai parlé hier, vendredi dans le Morning Bull, et on a vu l'ouverture vendredi après-midi, 34% de hausse pour Dell. Alors, excellent chiffre, d'accord, bonne prévision, d'accord. Par contre, derrière, oui, alors on va faire plus d'IA que de PC, bam, 30%. 30%, c'est des mouvements absolument monstrueux. Évidemment, à côté de ça, que Nvidia, qui n'a rien publié la semaine dernière, continue de monter, elle est au plus haut de tous les temps vendredi soir. Il pulvérise les attentes des plus positifs du marché encore et encore. Et le titre est passé devant Saudi Aramco vendredi soir, donc c'est la troisième plus grosse capitalisation boursière mondiale. Maintenant, elle revient à toute vitesse sur Microsoft et Apple. Autrement, si on regarde le chart qui s'affiche devant vos yeux, c'est l'hyperconcentration des marchés. Alors ça, c'est un truc dont on n'a pas tellement envie de parler pour l'instant, mais il y a quand même une certaine hyperconcentration. Aujourd'hui, il y a 10% du S&P 500 qui représente finalement toute la performance. On connaît l'histoire et aujourd'hui, tout le monde est concentré dans ces titres-là. Et surtout, vous voyez les tops qui sont indiqués sur ce graphique représentent à chaque fois où il y a eu cette hyperconcentration. Hyperconcentration signale quand même possibilité de correction. En tout cas, c'est l'histoire qui nous le dit. Pour l'instant, on n'a pas encore la vérification, mais affaire à suivre quand même. On parle aussi brièvement, parce que ça, on va en reparler, je pense, la semaine prochaine, beaucoup. Les banques régionales américaines sont de nouveau en difficulté. Beaucoup de vendeurs sur les actions des banques régionales, mais en plus, beaucoup de crédits qui sont en train de partir en sucette. On revient sur la thématique du real estate commercial aux États-Unis qui ne va pas bien. Et donc, les mecs, ils ont prêté de l'argent sur des biens immobiliers qui sont en train de chuter verticalement. On a déjà parlé du sujet plusieurs fois avec la New York Community Bank Corp récemment. La New York Community Bank Corp qui a annoncé cette semaine la démission de son CEO, le remplacement de son CEO et en plus des problèmes comptables. Donc on est en train de se rendre compte que le bilan il n'est pas très très net à l'intérieur de la New York City Bank Corp, Community Bank Corp, pardon. Et tout ça pourrait quand même avoir des conséquences sur le moyen et long terme. Quand on regarde les performances des banques régionales aux États-Unis, c'est pas terrible. Et quand on regarde aussi le nombre de faillites dans les banques régionales, donc les toutes petites banques régionales aux États-Unis, eh bien on est au plus haut depuis bien longtemps, même plus haut que l'année dernière quand on a eu la crise bancaire au mois de mars l'année passée. Parce que oui, l'année passée, nous avons eu une crise bancaire qui a quand même donné lieu à la fin chez nous en Suisse à la fusion UBS Crédit Suisse, enfin au rachat plutôt du Crédit Suisse par l'UBS. Et puisque l'on parle de ça, eh bien Monsieur Thomas Jordan a donc quitté ses fonctions. Alors il part, vrai que sous les lauriers, enfin sous les pétales de rose, on a l'impression que c'est tellement génial ce qu'il a fait que voilà, tout le monde salue son départ. Donc j'imagine qu'il va se retrouver dans un poste de malade mental dans une banque avec un salaire de débile mental. Mais en tous les cas, tout le monde salue le travail de Monsieur Thomas Jordan qui a continué à parachever
achevé finalement la transformation de la BNS en méga hedge fund, parce que quand vous regardez les positions que la BNS a dans ses comptes, dans ses portefeuilles, ça ressemble effectivement plus à un gros hedge fund qu'à une banque nationale qui finalement, comme toute la grande chose qu'elle aura faite ces derniers mois, c'est faciliter le décapitage, le démantèlement du Crédit Suisse en la donnant en pâture à l'UBS, mais ça c'est une autre histoire. Enfin, toujours est-il que Monsieur Jordan s'en va sous les hurrahs de la foule, enfin je ne sais pas de quelle foule, mais en tout cas il s'en va et donc on va avoir à partir du 30 septembre un nouveau patron de la BNS. On se réjouit donc de voir qui est-ce qu'ils vont nous trouver pour faire ce job-là. Les taux d'intérêt étaient bien sûr pas mal en question cette semaine, comme d'habitude, forcément avec l'OPCE qui pouvait laisser supposer que la Fed allait en tirer des conclusions. Bah oui, on commence à tirer des conclusions, donc on a plus ou moins un consensus qui se dessine comme quoi on aurait une première baisse des taux en juin. Je dis aurait, un conditionnel, absolument aucune certitude, puisque je rappelle quand même que depuis 6 semaines, on est passé de mars à mai à juin. Donc il suffit de 1 ou 2 chiffres la semaine prochaine, puis on passera déjà directement probablement à mois de septembre. Donc du coup, on attend une baisse des taux en juin, mais il y a certaines personnes, comme un des très gros fonds américains Apollo, là, qui est venu, l'économiste chez eux est venu annoncer que pour lui, il n'y aurait pas de baisse des taux du tout en 2024. Et ça, c'est une espèce un courant économique qui est en train d'arriver gentiment dans le marché et qui pourrait nous poser quand même à un moment donné un certain problème, puisque je rappelle, pour mémoire, en dehors de l'intelligence artificielle, que le rebond qu'on a fait depuis le mois de novembre est quand même basé sur le fait que nous aurons plusieurs baisses des taux en 2024. Et du moment où on va prendre conscience que peut-être il n'y aura pas, ça risque quand même à un moment donné de refaire quelques calculs dans nos spreadsheets Excel pour voir si vraiment nos prévisions sont exactes. Néanmoins, Bank of America, dans la folie, nous dit oui, bientôt on va aller à plus de 5400 sur le S&P 500. Donc tous ceux qui avaient des targets aussi sur le S&P 500 à 5400, à 5200 pour 2024 sont en train de revoir ça à la hausse, puisque le S&P 500 n'arrête pas de monter aujourd'hui, même si on peut se poser des questions par moment. Mais effectivement, aujourd'hui, ceux qui veulent se poser des questions sur cette hausse permanente, eh bien à chaque fois se brûlent les pattes. Donc on va dire simplement que pour l'instant ça monte et que le trend est ton ami jusqu'à qu'il ne soit plus. Que vous dire d'autre autrement? Eh bien tout ce qui est indicateurs contrariants sont toujours hyper contrariants. Le greed and fear est au plus haut, le put call ratio est au plus bas, la volatilité est dans le coma. Donc tout ça, ça ne change pas semaine après semaine. Les gens sont toujours extrêmement optimistes. Il n'y a vraiment rien qui laisserait supposer qu'on pourrait avoir peur ces prochains temps. Résultat, ça continue de monter gentiment avec une espèce de conviction assez incroyable en ce moment dans les marchés. On notera encore que le short interest est au fond du bac. Regardez le graphique qui s'affiche. Eh bien, le short interest des marchés est très bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne vendent pas à découvert ou n'osent pas vendre à découvert. Forcément, vu la hausse de ces derniers temps, ceux qui ont essayé, et j'en fais partie par moment, ont vite compris que pour l'instant, il ne fallait pas non plus pisser contre le vent, comme on dit. Résultat, eh bien, le S&P a explosé. Donc, le short interest est extrêmement bas. Et qu'est-ce que ça veut dire quand le short interest est extrêmement bas, comme on le voit sur le graphique? Eh bien, ça veut dire que dans chaque période de crise, 2000 ou 2009, c'est des périodes où les gens ne veulent pas, avant évidemment la correction, avant cette correction, eh bien, les gens ne veulent pas shorter, et c'est ensuite, ou n'osent pas shorter plutôt, et c'est ensuite que les choses se remettent d'équerre. Donc attention quand même, parce que qui dit peu de short interest veut aussi dire un indicateur contrariant, comme quoi ça veut dire que personne ne veut jouer la baisse. Et c'est souvent comme ça que ça part dans le mauvais sens. Deux choses à regarder attentivement. Regardez le graphique de l'or qui est en train de casser à la hausse gentiment. Alors celui-ci, il est dans le coma depuis longtemps. À chaque fois, il hésite. Mais là, on a l'impression qu'il termine en base weekly au-dessus des 2090. Donc ce serait plutôt bullish comme signal. Donc attention à une éventuelle accélération sur l'or. Et puis attention également à une éventuelle accélération sur le pétrole. Alors le pétrole, là aussi, ça fait un moment que je vous bassine avec ça. Le baril est en train de casser gentiment les 79,5, 80. Et je vous dis, s'il passe les 80, on va vite le retrouver à 90. Et à 90, on va vite entendre les gens qui vont nous dire oui, mais de toute façon, il va à 150. Et puis, on va surtout vite se rendre compte qu'au niveau de l'inflation, c'est pas comme ça qu'elle va ralentir. Et puis, pour conclure ce
florilège de ce qui se passe dans les marchés en ce moment. Faites quand même attention ces prochains temps à tout ce qui est tension géopolitique. On a vu beaucoup de discours à droite à gauche. Les Brésiliens qui sont fâchés avec les Israéliens, les Américains qui savent plus comment aborder les Israéliens, les problèmes des Houthis qui ne sont toujours pas réglés en direction du canal de Suez. Et puis au-dessus de tout ça, encore bien sûr, on sait qu'entre l'Ukraine et la Russie, rien n'a changé. Mais par contre, depuis quelques jours, la France est en train de montrer les dents et d'être très agressif au niveau de la guerre en Ukraine et de faire des grosses critiques verbales à Monsieur Poutine. Et on pourrait supposer que Monsieur Macron ne se rend peut-être pas forcément compte de qui il a en face de lui, visiblement. Mais en tout cas, il y a des grosses tensions et ça commence à monter très fort la mayonnaise. Donc attention quand même de ce côté-là. À un moment donné, même si le marché s'en fout, à un moment donné, il pourrait peut-être commencer à se dire il y a des choses qui sont pas très nettes. Les performances de la semaine, voilà, le meilleur du monde, c'est le Bitcoin qui prend quasiment 20% sur la semaine. Le semi-conductor index qui est juste derrière, on verra sur le graphique tout à l'heure, c'est assez impressionnant. Le pétrole, dont personne ne parle, mis à part moi qui arrête pas de taper sur le clou ces derniers temps, comme je viens de le faire il y a à peu près 34 secondes. Le pétrole qui passe à la hausse aussi de manière assez impressionnante, et on le verra sur le graphique, et on l'a vu sur le graphique surtout, ça fait un tout petit peu peur, méfiance quand même sur le baril. Et puis autrement, le DAX, tout est en hausse, sauf nous, comme d'habitude, le SMI qui est en baisse de 0,02%. Alors rien de spécial à signaler sur le SMI, on le verra sur le graphique, mais pour l'instant, on se demande si on continue, et si on continue, comment est-ce qu'on va faire pour continuer? Parce que pour l'instant, encore une fois, je vous le dis et je vous le répète depuis 2 ans dans ce Swiss Bliss, si Roche Novartis et Nestlé ne se réveillent pas, ça va être difficile. Et Nestlé, après ses mauvais résultats la semaine dernière, continue de traîner la patte, donc peser aussi sur l'indice, et sans compter que Roche et Novartis ne donnent pas forcément beaucoup d'aide de ce côté-là. Et puis, si on regarde les performances de la semaine, les extrêmes sont faits par les publications des résultats. Alcon, bon chiffre, plus 8%, Kuehne+Nagel, mauvais chiffre, moins 11%. Bref, c'est pas rigolo, et vous le voyez, Nestlé est en baisse de près de 3%, dans la suite de ses résultats trimestriels bien sûr, et puis pour le reste, ça tient plus ou moins, mais c'est un peu à l'image de l'indice, 2 gros extrêmes qui font bouger, et le reste un petit peu plus calme. En revanche, on notera Richemont qui prend 4% sur la semaine. Je vous en ai parlé vendredi dans le Morning Bull aussi. Richemont fait partie des Super 7, donc ils ont été nommés par Citigroup comme les 7 meilleures actions européennes qui pourraient compenser ou faire le pendant des Magnificent 7 en Europe. Et donc du coup, Richemont en a aussi bénéficié un petit peu de ce côté-là. Et quant à l'UBS qui prend 3%, on va en reparler tout de suite. Du côté technique de la chose, alors une fois n'est pas coutume, je vais commencer juste avec le WTI. Alors, je ne suis pas un analyste technique, j'essaie juste de voir un peu à quoi ressemblent les graphiques et puis voir si ça peut déterminer certaines tendances. Globalement, ce qu'il faut regarder, c'est quand même, vous voyez, cette résistance que j'avais dessinée déjà depuis un moment ici, cette résistance a cassé vendredi soir. On est en train de partir à la hausse. Les tensions géopolitiques dans la région, les problématiques des Houthis qui sont toujours là, fait qu'aujourd'hui, vous voyez clairement que le pétrole est en train de casser à la hausse. Alors après, vous me direz, oui, les moyennes mobiles, c'est pas un très bon indicateur, mais elles vont quand même se croiser à ce niveau-là. Si on anticipe un peu le mouvement, on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose à jouer sur le WTI, et ça c'est quelque chose qu'il faudra surveiller la semaine prochaine, parce que si on prend juste ce mouvement-là qu'on a fait ici, entre les extrêmes hauts et le bas du triangle, si on veut bien, vous voyez que ça peut répercuter quand même un mouvement assez spectaculaire en faisant cet effet balancier en direction des 90 $ sans trop de problèmes. Et là, si on revient là, comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau des chiffres de l'inflation du mois prochain, je pense qu'on va moyennement rigoler. Le SMI, alors pas grand chose à dire sur le SMI cette semaine, on est toujours dans notre méga tendance haussière qui passe par là et qui passe par là. Vous voyez qu'on a réintégré, on en a déjà parlé, c'était la semaine dernière, on a cassé cette espèce de mini triangle, et pour l'instant on est en train de construire une espèce de canal parallèle. On est au haut du range. Alors est-ce qu'on va se traîner par là autour? On voit que les RSI sont relativement élevés, on voit qu'on n'arrive plus, surtout on est un petit peu topish sur les 11 500 sur le SMI. Comme je vous le disais tout à l'heure, il va falloir quand même que les big names se réveillent pour essayer de nous tirer l'indice, sinon ça sera très compliqué. Et si on regarde les big names, vous voyez Novartis qui est au milieu de nulle part et qui ne fait pas grand chose pour l'instant. Vous avez le bon Roche, on connaît, il se traîne lamentablement au niveau des 220
crainte et plus personne ne veut en avoir. Néanmoins, on l'a vu, on a fait des bottoms sur le niveau du RSI, peut-être qu'il y a un peu d'espoir, mais à lui tout seul, ça suffira pas. Il faudrait déjà qu'on remonte à 250 pour commencer à respirer un petit peu. Et Nestlé, alors voilà, Nestlé pour l'instant, sur le long terme, bien évidemment que Nestlé va retrouver des couleurs et qu'un jour on repartira à la hausse, mais pour l'instant, c'est never catch a falling knife. Vous voyez l'écartement des moyennes 200 et 50 qui s'écartent, donc ça veut dire qu'on va probablement aller chercher encore plus bas. Et avec un Nestlé qui continue à traîner la patte et à baisser comme ça va être compliqué pour aller chercher les plus bas. Aujourd'hui, vous voyez qu'on a des extrêmes bas autour des 80, d'extrêmes lows, pardon, au niveau des 83 francs suisses qui correspondent au Covid. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas loin de vouloir aller les chercher. Le CAC 40, le CAC 40, il termine en baisse sur la semaine, hein, une fois n'est pas coutume. On bute sur les 8000 tout simplement. C'est très psychologique pour l'instant. On sait que les gros noms vont très bien au niveau du CAC et font partie, enfin en tout cas LVMH fait partie des Super 7 aussi. Donc ça va bien de ce côté-là. Mais voilà, on est à un niveau quand même vachement topiche. Et puis alors après, pour ceux qui aiment la théorie des gaps, alors sur le CAC 40, c'est Prosper Youpla Boom, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un gros ici, il y en a un tout en bas encore là, puis je suis pas loin de penser qu'il y en a peut-être encore ou deux dans le chemin. Donc si on part sur le fait que la théorie des gaps, quelque chose qui fonctionne, le CAC 40 a largement la possibilité de revenir un de ces quatre à 7500. Il ne le fera pas tout seul, bien sûr, mais enfin, on voit quand même que la semaine dernière, c'était un petit peu topiche. Même chose, on finit la semaine avec un espèce de reversal, mais c'est pas vraiment un doji non plus, n'est pas une configuration d'étoile qui lui dit on va repartir à la baisse. Mais là aussi, hein, un creux ici, accélération massive. On est quand même passé de 17 000 à 17 700 sur le DAX en l'espace de 6 jours. Et de nouveau, je rappelle que le pays est plutôt en récession qu'autre chose. Donc il faut quand même faire un tout petit peu attention. Hein. Tout va bien. Oui, bien sûr, le marché est super chaud, est super optimiste, mais quand même, attention, parce que là, ça devient du vertical. Alors, vous me direz, oui, mais là, on a fait du vertical. Là, on a fait du vertical aussi, donc pourquoi pas continuer, c'est vrai. C'est vrai, mais pour l'instant, j'avoue que les catalystes me manquent. S&P 500 au plus haut de tous les temps, donc rien à dire. Alors, il y a un espèce de biseau ascendant pour ceux qui sont fans de ce genre de configuration, qui aurait tendance à vouloir dire que quand on va sortir, ça risque de faire très très mal. Mais pour l'instant, voilà, un biseau qui sortirait comme ça pourrait faire bobo sur le S&P à très court terme. Mais pour l'instant, on est dans cette tendance-là, et tant qu'on ne casse pas les 5000 à la baisse et qu'on n'accélère pas sur les 5250, on va rester dans ce trend montant, mais qui est quand même très très raide. Et qui montre, hein, on le voit très bien au niveau des surachats, au niveau des RSI, qu'on est quand même à des niveaux assez spectaculaires. Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer le Nasdaq, je vais vous montrer le composite du Nasdaq. Ça, c'est des vieux trucs que j'avais mis à l'époque. Et vous voyez que l'un dans l'autre, on a quand même un comportement assez spectaculaire sur le Nasdaq qui a terminé au plus haut de tous les temps la semaine dernière. Alors, merci la techno en général. Mais ça, c'est ce nouveau plus haut historique qu'on a fait sur le Nasdaq. On l'avait plus fait depuis cette période-là, du 22 novembre 2021. Ça faisait 569 jours qu'on n'était pas retourné au plus haut de tous les temps sur le composite du Nasdaq. Alors le composite, il a le gros avantage, vous voyez, ces deux sommets, mais là on l'a cassé et on accélère. Alors ces deux indices, enfin cet indice a le gros avantage d'être beaucoup plus diversifié que le Nasdaq 100 qui aujourd'hui est bien évidemment drivé par les big names, et donc ça nous laisse aussi de l'espoir, sachant qu'il n'y a pas que Apple, Microsoft, Nvidia qui tirent l'indice composite. Le Dow Jones qui enquille son 4e mois de hausse consécutive. Alors merci aussi aux composants du Dow Jones. Heureusement il n'y a pas de Nvidia dedans, mais en tout cas là vous voyez que sur le Dow Jones on a fait vraiment un renversement et une accélération depuis le mois d'octobre, bien sûr fin octobre, début novembre. Vous voyez un 21% sur le Dow Jones en l'espace de 4 mois, c'est tout simplement monstrueux. Et puis la star absolue de cette semaine, encore une fois, c'est le SOX, l'indice des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs sont vraiment the place to be, tout le monde est chaud patate là-dessus, hein. Tout le monde cherche le prochain Nvidia, bien sûr. Mais ce qui est assez intéressant à voir sur le SOX cette semaine, c'est qu'on a cassé le canal ascendant dans lequel nous étions, donc ça laisse supposer qu'on peut encore aller nous faire une leg d'accélération qui allait chercher les 5600, voire un peu plus sur le SOX. On est vraiment dans une situation spectaculaire. Oui, on est dans une forme d'euphorie, et ça c'est un exemple typique. Quand vous voyez très bien, si on prend cette tendance-là,
commence à monter, l'angle de montée, et cette tendance-là qui a tendance à monter beaucoup plus raide, et maintenant si on casse et qu'on développe une nouvelle tendance encore plus raide, il y a un moment donné, on va forcément faire un top. La question de nouveau, c'est de se poser la question, à quel moment on serait capable de faire un top et de changer notre vision des choses sur les semi-conducteurs en général. Du côté des vedettes de la semaine, alors on part directement avec l'UBS. Alors l'UBS était relativement bien disposé. Alors il y a des rumeurs dans le marché comme quoi le groupe de Jack Ma, Ant Group, serait sur le point de racheter la division banque d'affaires du Crédit Suisse à l'UBS. Donc ça ferait encore un peu de cash qui rentre. Alors pas vu de confirmation en ce qui me concerne, mais en tout cas il y avait pas mal de spéculations qui feraient encore du bien au titre de l'UBS qui déjà se comporte pas si mal que ça. Alors vous voyez que la dernière fois qu'on avait parlé de l'UBS dans ce Swiss Bliss, eh bien on était sur ces points de support finalement qui avaient des anciennes résistances qu'on avait là et là, qui devenaient des supports, eh bien ça a bien tenu puisqu'on repart gentiment. Puis bon, avec les dernières spéculations, on peut supposer que l'UBS va aller encore à 26, 26, 30, mais pour l'instant, la problématique de l'UBS, c'est que c'est pas assez lourd dans le SMI pour que ça nous fasse quelque chose d'intéressant. Et puis on notera aussi, pour terminer avec l'UBS, que la Comco a mentionné son intérêt pour la position dominante de l'UBS sur le marché suisse depuis quelques jours. Il semblerait qu'ils sont en train de creuser un peu le sujet, et j'ai envie de dire, sans blague, parce que sauf erreur, quand ils ont racheté le Crédit Suisse, on en avait déjà parlé de ce côté, ils sont un petit peu trop gros pour maîtriser un pays comme ça. Tout le monde s'en foutait, mais visiblement la Comco est en train de revenir mettre son nez dedans. Straumann a publié ses chiffres, c'était pas terrible, grosso modo en dessous du consensus un peu partout, mais l'un dans l'autre, on a l'impression que les analystes sont pas trop apeurés, c'était plutôt prévu, ralentissement sur les divisions sur le côté Middle East aussi, ralentissement du côté de la Chine, on attend un redémarrage, donc j'ai l'impression que même si c'était pas top au niveau des résultats, on a l'impression que les gens veulent pas trop aller contre le vent parce que simplement, et si tout d'un coup la Chine repart, si tout repartait dans ces régions-là qui sont un peu en ralentissement par rapport aux États-Unis, eh bien il y aura un gros potentiel de rebond sur Straumann, donc on n'a pas trop envie d'aller contre le vent là-dessus non plus. Le graphique de Straumann, vous voyez que la tendance haussière n'a même pas été mise en doute par rapport à ces chiffres-là, on avait même venu se poser pile poil dessus, donc pour l'instant, même avec des mauvais chiffres, on a l'impression qu'on regarde plutôt encore un peu à l'image du marché en général, on regarde plutôt les bonnes nouvelles qui pourraient arriver plutôt que les mauvaises nouvelles en se tenant toujours dans ce canal haussier. Attention à une rupture éventuelle de la moyenne mobile des 50 jours qui passe par 135, qui pourrait à ce moment-là mettre un petit peu de pression éventuellement sur Straumann. Mais pour l'instant, on a l'impression que c'était relativement bien digéré. Alcon a publié ses chiffres aussi, résume grosso modo ce qui veut dire le bénéfice net a bondi de 335 millions. Aujourd'hui, ils sont à 974 millions de bénéfices. Des ventes nettes en hausse, des ventes nettes pour 9,46 milliards de dollars. Et puis, pour 2024, ils sont plutôt optimistes avec une croissance attendue entre 6 et 8%. Donc, c'était plutôt une bonne nouvelle du côté d'Alcon. Donc, graphiquement parlant, quand je dis c'était plutôt une bonne nouvelle, vous voyez que ça a été salué par la critique, puisqu'on est passé entre la publication des résultats. Ce qui est assez marrant quand même à voir. Je vais faire un peu mon complotiste quand même, mais j'ai un peu l'impression que vous voyez la performance d'Alcon là, entre 65 et 70 francs suisses. Tout le monde en achetait. Et puis tout d'un coup, les résultats sont excellents. Bam, résultat, on monte encore. On a l'impression qu'il y avait de nouveau des gens qui étaient plus égaux que les autres. Mais dans tous les cas, on a cassé la résistance qu'on avait, l'ancien top du mois de l'été passé. Et donc là, la porte est un peu ouverte à toutes les fenêtres, même s'il faudra quand même digérer cette verticalité à très court terme. Alors, Kuehne+Nagel, c'est la pire performance du SMI cette semaine. Grosso modo, ils avaient bien bénéficié du rebond post-pandémie. Là, ils ont annoncé beaucoup de ralentissements dans beaucoup de divisions. On peut imaginer qu'avec les problématiques qu'on a au niveau des outils en direction du canal de Suez et toute l'industrie maritime qui souffre de ces problématiques-là, ralentissement quand même au niveau du business, même si les prix ont augmenté. Il y a quand même pas mal de gens qui se posent des questions au niveau de certaines commandes ou certaines exportations. Résultat, ralentissement global chez Kuehne+Nagel et c'était vraiment pas des résultats fantastiques. Et puis en plus, ils ont raboté un bout du dividende qui sera uniquement de 10 francs suisses par action cette année. Donc c'est pas vraiment ce qu'on aurait aimé entendre. Et d'ailleurs, ça se ressent très clairement sur la performance du titre
cette semaine. Vous avez le graphique de Kuehne+Nagel devant vos yeux, donc vous voyez que ce qui est assez intéressant à observer, c'est que finalement on est en train de revenir, on a explosé la moyenne mobile des 200 jours que vous voyez ici, et on est en train de revenir gentiment en direction des supports, les supports qu'on avait du mois d'octobre l'année passée. Et donc aujourd'hui, il faut s'attendre à pas mal de downgrade ces prochains jours sur Kuehne+Nagel, donc ça va mettre la pression sur le titre. Donc c'est pas fini, on n'a pas fini de rigoler, mais surtout il y a un truc qui était assez intéressant à l'intérieur du communiqué de presse de la société. Ils ont dit nous sommes dans une phase de normalisation. Alors je ne sais pas si normalisation ça veut dire on va rester dans un range comme ça et puis on va s'emmerder jusqu'à la fin des temps, mais en tout cas pour l'instant je pense qu'il faudra patienter un petit peu pour retrouver un petit peu d'intérêt dynamique sur Kuehne+Nagel, qui était, je le rappelle, la pire performance du SMI cette semaine. Voilà ce que l'on pouvait dire et retenir de cette semaine de bourse qui aura été quand même assez spectaculaire avec beaucoup de choses à dire. Ce qu'il faut retenir en résumé, c'est qu'on a un optimisme absolument ahurissant, des chiffres qui vont à l'encontre de ce que la Fed aimerait voir, mais qui nous font pas baisser. On va avoir les non-farm payroll la semaine prochaine qui vont probablement nous donner aussi une indication par rapport à ça. Comment est-ce que le marché va réagir? On verra si encore une fois le marché de l'emploi est fort. Vous avez une inflation qui redémarre, on revient sur le pétrole, et vous avez de l'autre côté l'emploi qui continuerait, je dis au conditionnel, à être relativement fort. Eh bien, ça risque d'être quand même très très compliqué à un moment donné de continuer à justifier la politique que l'on attend de la Fed. Donc je vous le rappelle surtout, on attend une baisse des taux au mois de juin, mais on n'est pas 100% convaincu, et on commence à parler de pas de baisse des taux en 2024. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo. Merci d'être là toujours aussi nombreux, voire plus nombreux régulièrement. Et on se retrouve comme d'habitude lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Passez un excellent week-end et à lundi. Bye bye.